Bienvenue à Culture et Politique. Aujourd'hui, donc Richard Haddad au micro, avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Comme tous les lundis, en cette fin d'été. Certains d'entre vous sont encore en vacances, d'autres ont déjà repris. Et nous, on est toujours là, tous les lundis, fidèles au poste. Alors, au programme aujourd'hui, les vacances des Français, ville saccagée par l'extrême gauche ou envahie par le tourisme de masse. Et puis, pour terminer l'émission, nous évoquerons la Russie et l'Ukraine, la gesticulation stérile et ridicule des dirigeants européens, Macron en tête, évidemment. Évidemment. Voilà. Mais commençons par les villes saccagées, Pierre-Henri. Et Dieu sait qu'il y en a eu, puisque si vous avez un peu suivi l'actualité, la semaine dernière, donc ça a commencé dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21, il y a eu des affrontements, imaginez-vous, à Aurillac. Pourtant, Aurillac, normalement, vous savez que c'est la préfecture du Cantal, on ne connaît la ville à peu près que parce que ce sont les records de température les plus basses sur la plupart des bulletins météo, et que, bon, le Cantal, on connaît le fromage, on sait aussi que c'est l'un des départements les plus ruraux, les moins peuplés et les plus pauvres de France, avec la Creuse et la Corrèze. Et il y a depuis plus de 20 ans maintenant, quasiment 30 ans je crois, tous les étés, un festival du théâtre de rue. Alors, ceux qui ne connaissent pas très bien, vous pouvez très vite imaginer que ça rassemble en fait, bien évidemment, ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, mais ce sont des intermittents d'un genre un petit peu particulier, hein. C'est pas la comédie française, si vous voyez ce que je veux dire. Le théâtre de rue, il est plutôt animé par des saltimbanques, pour être gentil, et très souvent, plus ou moins marginaux, et drainant autour d'eux une foule de marginaux, ce qu'on appelle vulgairement des punks à chiens. C'est-à-dire des gens qui sont à la frontière du monde des clochards et très souvent du monde de l'extrême gauche. Alors, mercredi dernier, l'un d'entre eux, qui n'était pas forcément d'ailleurs un intermittent du spectacle ou un saltimbanque, a été pris par la police municipale en train de taguer les murs, je crois, d'une banque ou quelque chose comme ça, avec un slogan anarcho, anticapitaliste. Oui, c'est le slogan des Black Blocs. Hein, voilà, en gros. Donc c'est aval le capitalisme, etc. Et il a été interpellé, et cette interpellation a déclenché une véritable émeute qui a impliqué au total quasiment plus de 300 personnes, ce qui est assez énorme, et avec plusieurs dizaines d'interpellations, en tout cas la première nuit. Ça a chauffé une deuxième nuit, donc la nuit de jeudi à vendredi. La troisième nuit, ça a été plutôt calme. Mais ça a été quand même des émeutes. Alors des émeutes avec visiblement, comme on en a vu d'ailleurs, vous parlez des Black Blocs, parce que là, c'est vraiment le même phénomène, avec des gens qui sont des professionnels de l'émeute. C'est-à-dire qu'ils sont très vite capables de déceler des pavés pour s'en servir comme de projectiles, de dresser des barricades pour bloquer des rues, d'organiser des espèces de petits camps retranchés pour faire face à des charges de police. Et là, il a fallu faire venir des CRS, bien évidemment, hein, pour réprimer tout ça. Et on a... alors, dit le maire, on en dira peut-être deux mots du maire, mais le maire dit qu'il y a en gros une soixantaine d'anarchistes violents qui ont entraîné environ 300 participants, et que ces anarchistes se réclament de la volonté de destruction de la France. Oui. Alors, vous avez, effectivement, il y a eu une arrestation, mais on voit bien que c'est une excuse, pour deux raisons. La première, c'est que comme vous l'avez précisé, ils sont bien organisés, ils savent faire, donc l'arrestation de celui qui taguait, et d'ailleurs il taguait pas par hasard, c'était une sorte de signal de déclenchement des émeutes, hein, le tag sur le mur d'une banque. En fait, ils viennent non pas pour faire du théâtre, mais pour attaquer le capitalisme, etc. Voilà. Et leur préparation a été démontrée, ce qui veut dire que l'arrestation n'est qu'une excuse. Ils provoquaient pour être arrêtés pour continuer. Les émeutiers professionnels ont tout leur matériel. Voilà. Ils ont les cagoules, voilà. Donc d'autre part, effectivement, vous avez évoqué 300 émeutiers, mais comme l'a précisé le maire, il a dit 60, moi j'ai entendu 50, enfin acharnés, on va dire. Les meneurs. Les meneurs, voilà. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que, très bien, on en prend note, il y a 50 à 60 émeutiers. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est vrai que par rapport à la ville de 29-30 000 habitants, c'est beaucoup. Mais par rapport aux effectifs de police qui ont été mobilisés, je peux vous dire que notre gendarmerie et nos forces de police sont parfaitement capables d'arrêter 60 émeutiers. Et en fait, ce n'était pas le cas. Et là, une fois de plus, on pose la même question. Quelles sont les directives de maintien de l'ordre ? Voilà. On a un ministre de l'Intérieur qui nous gave de paroles.
si ces 60 émeutiers n'ont pas été arrêtés, et c'était le saccage, etc., c'est parce que ils n'en ont pas reçu l'ordre, bien évidemment. Et puis, au-delà de ça, vous avez... il y en a eu des émeutes l'année dernière. Il y a 2 ans. 2 ans, en fait, c'était déjà il y a 2 ans. Voilà. Mais il paraît que chaque année, il y a des plus ou moins... Il y a des tentatives. Pas autant que cette année. Des dernières, en effet, c'était... On sait parfaitement au ministère de l'Intérieur, c'est là où je voulais en venir, que... ça draine une certaine population. Qu'il y aura quelque chose. Voilà. Parce que vous savez, ils ont des renseignements, ils savent parfaitement... Vous allez sur Internet, tous ces gens se donnent rendez-vous par Internet, etc. Les pouvoirs publics sont parfaitement capables de savoir qu'est-ce qui va se passer et combien de personnes il y aura. Ils en sont parfaitement capables. Et si ces gens-là arrivent à faire ce qu'ils font, à mettre à feu à sang une ville, c'est parce que les pouvoirs publics ne font rien pour les arrêter. Alors pourquoi ? Par peur d'être accusé de facho, par peur qu'il y ait une bavure, ou une bavure entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros un mort. Ils ont la trouille, et donc ils ne font rien. Alors la trouille aussi, mais à la base, c'est un festival qui a toujours été organisé par une mairie socialiste. Le bassin d'Aurillac est un bassin qui vote socialiste depuis 150 ans. La mairie d'Aurillac est socialiste depuis des décennies. Le maire, en l'occurrence Pierre Matonnier, est un membre du PS, qui s'est allié avec LFI lors des dernières échéances électorales. J'allais vous dire, pardon de vous couper. C'est aussi leur clientèle. Oui, mais j'allais vous dire, ça votait PS depuis 150 ans, mais ça votait pas OLP. Non. Alors, pardon. On va en parler OLP, de ça. Parce que je fais des anachronismes, parce que l'OLP n'est plus rien aujourd'hui. Oui, voilà, mais je veux dire par là plutôt Hamas. À l'époque où ils votaient, il y a 100 ans, et 50 ans, et 70 ans, lorsqu'ils votaient PS, ils étaient loin. Ces pauvres gens qui votaient, enfin pauvres entre guillemets, ces électeurs qui votaient PS dans les années 50-60, étaient à milieu de croire que leurs descendants allaient être des pro-palestiniens. On va préciser de quoi nous parlons. Et les images sont tout à fait faciles à trouver sur Internet, sur Facebook en particulier. Le lancement du festival s'est tenu sur une espèce d'estrade décorée devant la mairie d'Aurillac, donc avec le maire qui a donné sa petite allocution et quelques saltimbanques autour, lesquels saltimbanques ont bien évidemment brandi puis accroché un drapeau palestinien. Parce que le drapeau français, c'est une insulte à la liberté. C'est un régime policier fasciste oppresseur, il faut l'abattre. Mais alors, le nationalisme palestinien, il n'y a pas de problème. Ça c'est le nationalisme. Ils sont contre le nationalisme, sauf palestinien. Sauf palestinien. Donc, le drapeau palestinien, une pastèque, parce qu'imaginez-vous que la pastèque, c'est aussi un symbole de la cause palestinienne, et des slogans sur des pancartes. Les Palestiniens ont le droit d'être patriotes, pas nous. Oui, et ils ont le droit surtout, chance pour eux d'ailleurs, d'être soutenus par les saltimbanques du festival du théâtre de rue. Et donc, ce drapeau palestinien est resté d'ailleurs accroché sur les murs de la mairie un certain temps, plusieurs heures avant d'être décroché. Donc on est dans une complicité. C'est plus une complaisance, c'est une complicité. Le maire avait déclaré, il me semble, la ville d'Aurillac, ville palestinienne ou quelque chose de ce genre. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui, ou palestinienne d'honneur ou un truc comme ça. C'est ça. Il avait baptisé la ville. Mais de toute façon, c'est récurrent depuis 2 ans. Il est totalement d'accord avec ça. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'après les émeutes, son discours n'avait strictement rien à voir avec son identité politique. On avait l'impression que c'était un élu du RN qui parlait. Il s'offusque et il dit qu'il est tombé sur un des émeutiers en lui disant « Mais regarde, tu saccages le festival pour lequel tu es venu. » L'émeutier lui aurait répondu « Mais je m'en fous, mon but c'est de détruire la France. » Et alors là, le maire PS est choqué. Alors que c'est pourtant le festival qu'il organise ou co-organise depuis... Mais ce sont ses copains qui depuis 20 ans et 30 ans, c'est sa clientèle, ce sont les punks à chiens qu'il adore faire venir tous les ans. Alors, vous savez, moi je suis du Cantal, j'ai grandi à côté d'Aurillac, festival du théâtre de rue, ça fait longtemps que quand on y va justement au mois d'août, on ne croise que des marginaux qui sont dans des états d'ébriété ou de toxicomanie assez avancés, avec des chiens plus ou moins agressifs, et que le centre-ville d'Aurillac est infréquentable en août. Donc là, on a eu énormément aussi de témoignages de riverains et bien évidemment de commerçants dont les locaux ont été saccagés, à commencer par les banques. Parce que pour détruire le capitalisme, voyez-vous, c'est très important de casser les vitrines des banques et de taguer dessus, on l'a vu d'ailleurs, on vouait. Il est vrai que ces marginaux-là ont assez peu de comptes en banque, mais ils vivent bien de quelque chose quand même. Enfin, on se demande de quoi. Mais il n'y a pas que les banques. Tous les commerçants se plaignent. Tous. Et des riverains, des particuliers, dont les jardins sont squattés. Ils en ont parlé avec le maire avant, parce que comme chaque année, il y a plus ou moins des problèmes. Ils ont prévu ça. En fait, on leur dit, en gros, fermez et barricadez-vous. Voilà. Donc, ils en ont un peu ras-le-bol
de ne pas travailler pendant des jours pour faire plaisir à ces gens. Chouette ambiance quand même, où un festival à vocation, entre guillemets, culturelle, vous oblige à vous barricader chez vous. Et en fait, oui, ça rejoint tout à fait l'idéologie pro-palestinienne. Et les riverains ne peuvent plus sortir de chez eux, il y a l'insécurité qui règne, etc. Donc, bon, on en reparlera à une autre occasion, parce qu'en plus du festival du théâtre de rue, Aurillac a été rempli par une faune immigrée avec beaucoup de Tchétchènes en particulier. La délinquance à Aurillac, qui était strictement inexistante avant, à part les délits routiers et les délits familiaux, la délinquance est devenue un véritable problème dans cette préfecture d'un département, on ne peut plus rural. Il n'y a pas que Aurillac, la plupart des villes de ce genre, rurales ou pas, ont vu leur taux de délinquance augmenter de manière vertigineuse. Et il y a en partie une raison à cela, c'est ce sont les Jeux Olympiques. On revient toujours à la même affaire. Ça a amplifié ce phénomène, puisqu'on a, pour rendre Paris complètement sécurisé et en faire une sorte de paradis de sécurité pendant un laps de temps, et voilà, on a vidé Paris de tous ces clandestins et on les a dispatchés dans ces villes de province qui étaient tranquilles. Oui. Tout à fait. Sans l'accord des maires. Alors, c'est le maire d'Orléans qui avait protesté en disant... On leur a imposé, dans tous les cas, on leur a imposé ça. Et donc, vous avez tous ces clandestins qui étaient dans les grandes villes de la région parisienne ou dans les grandes villes de la région lyonnaise ou marseillaise, etc. Et donc, qui ont été dispatchés dans ces villes de province. Voilà. Donc, ils arrivent là, c'est des petites villes, et ben ils arrivent en nombre, ils font la loi. D'abord, ils n'ont pas de quoi vivre, ils font du trafic de drogue, etc. Donc, on s'étonne que dans certaines villes de province toutes petites, maintenant, il y a des vendeurs de drogue qui s'entretuent, etc. Mais évidemment, parce que ces gens-là arrivent, ils n'ont pas de revenus, on leur propose de gagner beaucoup d'argent en travaillant plus ou moins comme vendeur, comme voyeur, enfin comme surveillant, comment on appelle ça, comme on dit, comme chauffe, voilà. Et donc, comme guetteur. Guetteur, voilà, je cherchais le mot. Et donc, ils le font, et après, vous avez des guéguerres entre clans, parce que tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et donc, ces villes ont été intoxiquées pour faire plaisir à Madame Hidalgo et Monsieur Macron pour les Jeux Olympiques. On fait une pause pour le Bobino, et je vous donne un exemple concret juste après. D'accord. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Alors, on revient pour conclure sur cette affaire d'Aurillac et de ces villes de province complètement... donc, qui ont été transformées en réalité. Transformées, et puis généralement avec la complicité des élus, on va dans un département voisin du Cantal, on va en Haute-Loire, et on va au Puy-en-Velay. Tout le monde connaît bien évidemment la cathédrale du Puy, qui est l'un des grands points de départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la dentelle du Puy, etc. Et jusqu'en 2016, le Puy, c'était, vous savez, le maire en était Laurent Wauquiez. Il a laissé sa place à Michel Chapuis, qui est de l'UDI, donc du centre mou complice d'à peu près tout, d'à peu près toutes les forfaitures surtout. Et donc, on a vu apparaître, alors je me suis un peu renseigné, parce qu'il se trouve que j'étais cet été au Puy-en-Velay, au pied du centre qui accueille les mineurs non accompagnés. Alors mineurs avec beaucoup de guillemets, Ils ont l'air quand même d'avoir largement plus de 18 ans, non accompagnés sans aucun doute, mais bon, ils sont plus en landau ni en poussette. Et ils sont littéralement dans le vieux centre, dans le cœur touristique, à 2 minutes à pied de la cathédrale, voilà. Et vous avez, je crois que ça s'appelle Place du Consulat, un bâtiment qui au départ était une espèce de centre pour jeunes travailleurs, comme ça existe un peu partout, sauf que là, il a été complètement dédié à l'accueil de MNA, de migrants mineurs non accompagnés, et qui viennent tous d'Afrique noire. Alors, j'ai pas réussi à identifier le pays, j'aurais tendance à dire de Côte d'Ivoire ou du Congo. Ils parlent tous très mal français. Ils squattent tous la place devant jusqu'à une heure avancée de la nuit. La journée, certains partent travailler, mais beaucoup zonent dans le centre-ville, on ne sait pas pourquoi. Toujours sans savoir parler français, on voit bien en fait qu'ils maîtrisent extrêmement mal la langue. Et puis en allant fouiller à la fois en parlant aux commerçants et en allant fouiller sur Internet, on se rend bien compte que depuis au moins 3 ans, vous avez une augmentation de la délinquance et de la criminalité. À la fois drogue, trafic de drogue et toutes les conséquences
dû à l'agressivité des consommateurs de drogue et des vendeurs d'ailleurs, et puis cambriolage, rodéo urbain, etc., etc. Et donc tout ceci à la grande satisfaction de Michel Chappuis, le maire UDI, alors qui lui, j'ai appris, avait été d'ailleurs en garde à vue pour une histoire poursuivie par le PNF, le parquet national financier. Ce n'est peut-être pas lié, et puis présomption d'innocence, mais pour pourrir une ville, ben c'est très simple, il n'y a pas besoin de longtemps, il n'y a pas besoin de recettes très compliquées. Il suffit d'un centre pour mineurs non accompagnés bien placé, et là, vous êtes capable de transformer une petite ville de province, d'un département là encore très rural, en coupe-gorge. Alors, avant de parler du tourisme de masse, une petite parenthèse, que vous avez dit qu'il parle mal le français. Voire pas du tout, oui. Oui, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Parce que j'ai vu hier le représentant de la CGT sur un plateau télévision qui ne savait pas parler le français non plus. Oui. Alors visiblement, d'après son accent, c'est pas difficile à détecter de quel pays il vient. Oui. Donc évidemment, il venait probablement d'Algérie, ou en tout cas du Maghreb. Oui. Et ce n'est pas un problème. Mais il y a des millions de Français originaires du Maghreb qui parlent parfaitement le français. Mais la CGT n'a choisi qu'un type pour les représenter, qui ne sait pas parler et ne sait pas articuler, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Hein. Ça n'étonnera personne. Alors, tourisme de masse. Alors on a parlé de la destruction par... Oui, il n'y a pas que les punks à chiens et les mauvais maires les riverains. Qui pourrissent les villes. Oui. Qui pourrissent les villes et qui embêtent les riverains. Parce que figurez-vous que de plus en plus en France et en Europe, il n'y a pas que la France, les grandes villes sont transformées en parcs d'attractions. Volontairement, par les maires, les élus. En fait, nos hommes politiques qui vivent dans une bulle, comme tout le monde le sait, en fait, ils dirigent une ville et en fait, ça les ennuie de diriger une ville d'habitants. Vous comprenez ? Et donc, pour remercier les gens qui votent pour eux, eh bien, ils font tout pour les embêter. Donc, ils transforment... D'ailleurs, ils font tout pour les virer aussi. Comme ça, quand ils n'auront plus d'électeurs... En fait, c'est une aubaine pour eux, parce que plus vous avez d'électeurs, plus vous avez des contraintes. Plus vous avez des contraintes pour les satisfaire. Vous comprenez ? Moins vous avez d'électeurs, plus c'est facile. Hein. Il suffit de prendre vos militants comme électeurs. Ou une clientèle captive à qui vous donnez des logements sociaux. Voilà, vous pouvez les satisfaire par des petits trucs, par des petits avantages. Évidemment. Et puis, vous êtes élu ad vitam aeternam. Et donc, ils font tout pour dégager les populations en masse. Et donc, en réalité, c'est leur jouet, la ville. Ils sont maires d'une ville et c'est leur petit jouet. Et ils ont plus envie d'être le directeur général d'un parc d'attractions de Disneyland que d'une ville d'habitants. Et puis, ça flatte leur ego aussi, vous savez. C'est valorisant. Voilà. Et donc, ils transforment ces grandes villes en parcs d'attractions, en fête à neuneux, où c'est la fête permanente. Alors, on ferme les rues. On transforme ces rues en voies piétonnes dans lesquelles il y a des dizaines, voire des centaines de bars qui ouvrent toute la nuit. Et donc les gens qui habitent au-dessus, on s'en fiche royalement. Ouais. Donc tout ça est fait pour les masses de touristes qui viennent boire des bières pas très chères. En fait, tout ça ne rapporte pas beaucoup d'argent à la France, contrairement à l'idée reçue. Hein. Donc ils arrivent en bus diesel qui polluent toute la ville. Parce qu'après, ce sont des écologistes, des élus écologistes qui font tout ça. Ne cherchez pas la cohérence. Hein. Ils arrivent dans leur bus plaque étrangère d'ailleurs, donc ça ne rapporte rien parce que les bus sont payés ailleurs. Ils débarquent, ils picolent des bières, ils sont bourrés, ils crient, ils cassent. S'ils ne cassent pas du matériel, ils cassent leur verre par terre. Enfin bref, vous vous levez le matin, vous sortez de chez vous, votre rue ressemble à une poubelle. Voilà. Écoutez, je suis passé par l'avenue de la Bourdonnais la semaine dernière, donc on est au pied de la Tour Eiffel quand même. C'est ça. Je n'ai jamais vu une avenue du 7e arrondissement sinistrée comme ça. C'est-à-dire que où le mètre carré est à 18 000 €. Oui, les feuilles des platanes malades tombent prématurément. Donc là, le sol était jonché de feuilles, rien n'était nettoyé. Vous aviez des détritus partout. Vous avez des rats qui font la taille d'un chat. Oui, ça arrive aussi parfois. Toutes les places avaient été bloquées parce qu'il devait y avoir sans doute un concert du côté du Champ de Mars. Et vous n'aviez en effet que... Alors soit des clochards, soit des touristes plutôt tiers-monde, ou Amérique du Sud, quelques Chinois, et c'est tout. L'avenue, c'était une avenue de Bucarest en vrai. C'était pas une avenue du 7e arrondissement. Donc c'est devenu comme ça. Le tourisme de masse, c'est de la saleté, du désordre, du bruit, de la nuisance, pour un bénéfice très très faible en argent. Et en fait, tout ça fait fuir... ils n'en peuvent plus, les habitants. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur rue parce que c'est devenu piéton, ils ne peuvent pas se garer, ils ne peuvent pas aller faire leurs courses, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas être tranquilles, ils se lèvent le matin, c'est une poubelle, et donc
il s'enfuit. Et le but, c'est d'en faire, donc, comme j'ai dit, une fête à neuneux, une fête permanente. C'est un parc d'attractions. Par exemple, Madame Hidalgo a fermé le pont d'Iéna, qui était un des ponts les plus utilisés de Paris. Pourquoi, nous dit-elle ? Parce qu'il y a c'est en face de la Tour Eiffel. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas de la région parisienne. C'est le pont qui est en face de la Tour Eiffel, qui relie la Tour Eiffel au Trocadéro. Elle l'a fermé pour le laisser, je répète ces mots, aux touristes qui veulent prendre des photos devant la Tour Eiffel. Enfin, on se demande qui vote pour elle, les touristes ou les Parisiens ? Et donc, en fait, elle s'en fiche des Parisiens. C'est pour faire plaisir aux touristes, pour son ego personnel. Vu l'évolution des revenus touristiques à Paris depuis 2020, je ne suis pas sûr que ça soit une stratégie payante. Alors, je vais vous dire, autre chose, c'est que non seulement il y a toutes ces nuisances, mais il y a aussi la délinquance qui n'est pas faite forcément par les touristes, mais les touristes... Qui visent aussi beaucoup bien les sûr, touristes. Parce que quand vous avez des milliers de touristes sur un pont, ou dans un parc, ou dans un champ de Mars... Ça attire toutes sortes de... Alors, on en a beaucoup parlé, vendeurs à la sauvette, oui, vous avez le tourisme de masse et vous avez les clandestins de masse. Vous savez, tous les deux sont étrangers. Alors, il y en a un qui vient faire le tourisme de masse pas cher, qui rapporte et l'autre faire les poches du tourisme. Et puis accessoirement aussi les poches du riverain, voire le viol aussi de la riveraine. Parce qu'il y en a eu un nombre assez conséquent sur le champ de Mars, imaginez-vous, où on a des touristes qui se font violer au pied de la Tour Eiffel. Oui. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Voilà. Alors, pour conclure sur le tourisme, il nous reste 5 minutes pour dire juste 2 mots sur Emmanuel Macron et l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron, ça ne mérite pas plus de 2 mots normalement, mais exactement. On va creuser quand même. Juste, il y a le tourisme de masse, et puis il y a le tourisme de luxe. Alors, le tourisme de luxe, on pourrait croire que c'est les Américains. Non, le tourisme de luxe, j'en ai parlé l'année dernière, au mois de septembre, c'est les gens du Golfe. Le Golfe, qui ont des destinations... Un peu les Slaves, quand même, et un peu les Chinois. Ça dépend des endroits. Ah, ça dépend des Chinois. Non, mais les Chinois, c'est incomparable. Ils ne viennent pas avec leur Ferrari en France, les Chinois. Donc, c'est autre chose. Les Chinois, c'est plutôt tourisme de masse, très honnêtement. C'est pas un tourisme de luxe. Si vous allez dans les palaces de la Côte d'Azur ou de Paris, vous ne croisez pas beaucoup de Chinois. Non, c'est vrai. En revanche, vous voyez des Russes, un peu moins maintenant, mais à cause de la guerre, mais... Vous voyez les Ukrainiens aussi, on continue à en voir. Les deux. Les deux. Et donc, vous voyez beaucoup de gens du Golfe, alors qui viennent avec leurs voitures, avec leurs avions privés, etc. Alors, on pourrait croire que c'est bien, parce qu'ils viennent, ils dépensent beaucoup d'argent en France. Non. En réalité, ils viennent dans leurs avions à eux, donc ils ne payent pas de billets d'avion d'une compagnie française, ils rapportent leur voiture de luxe à 500 000 € pièce dans l'avion, donc ils arrivent avec leur propre voiture, ils ne louent pas de voiture en France, et ils vont dans des palaces, figurez-vous, qui leur appartiennent, parce qu'ils ont tout racheté. Tous les palaces en France, enfin tous, 90% des hôtels palaces en France leur appartiennent. Donc en fait, c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé. Ça ne rapporte rien. Oh, ça rapporte un peu de TVA. Voilà, un peu de TVA. Voilà. Et pas très profitable. Pas grand-chose. En revanche, bonjour la nuisance, parce que vous allez sur la Croisette. Alors, les pauvres Cannois l'été, les gens qui habitent Cannes, vous avez la Croisette qui est bloquée par 70 Ferrari qui font un boucan pas possible. Oui, qui bloquent exprès d'ailleurs. S'ils louaient ces Ferrari à une société française, pourquoi pas. On gagne de l'argent. Même pas. Et puis ils ont un passe-droit. Je l'ai dit l'année dernière, je le redis cette année. Les autorités françaises, sous prétexte que ces gens-là sont importants, ils dépensent de l'argent, ce qui est faux, sous ce préjugé, les laissent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils se garent n'importe comment, ils se garent en quadruple fil, ils bloquent la circulation. Il y a une tolérance pour eux incroyable, à Paris comme sur la Côte d'Azur. Exactement. Je l'ai dit l'année dernière pour Paris, les policiers passent, détournent leur regard, font semblant de ne pas les voir. Ils font ce qu'ils veulent, et nous, chez eux, on ne fait pas ce qu'on veut. Très loin de là, on ne fait rien. L'immobilier, on ne peut pas en acheter chez eux. Les sociétés, on ne peut pas en avoir chez eux, si ce n'est... On rentre pas à la Mecque, de toute façon. Voilà. La question ne se pose pas. Quand on a une part dans des sociétés, il faut être minoritaire. On n'a pas le droit d'être majoritaire dans une société chez eux. Et le peu qu'on a dans la société, ils peuvent nous en déposséder quand ils veulent, sans rien nous payer. Voilà, c'est dit. La réciprocité. 2 minutes, oui, 2 minutes et quelques pour parler. Et bien pour parler de quoi ? Pour parler de la non-action, de l'inaction, du semblant d'action des leaders européens. Semblant d'action plutôt. Semblant d'action. À la suite de ne pas être les négociateurs. À la suite donc de la rencontre à la fois Poutine-Trump en Alaska, puis du sommet qui a eu lieu à Washington d'abord avec Trump et Zelensky, puis après avec les autres grands leaders européens, dont Macron, dont le Keir Starmer, l'anglais, etc., avec des scènes assez saisissantes. On a vu donc dans le bureau ovale, Trump de son côté du bureau, les autres assis en face. On avait l'impression de voir Alain Decaux raconter une histoire des petits-enfants, ou le père Castor. En fait, ils ont insisté saisissant pour être là, et on a l'impression qu'il leur a dit, bon, écoutez, venez si ça vous fait plaisir. Voilà. Ils sont venus dire chacun un mot, et puis là, ils sont en train de gesticuler.
ça les ennuie parce que ça fait des années qu'ils tournent en rond, ils ne font rien de concret. Et voilà quelqu'un de qui ils se sont moqués, ils l'ont fait passer pour un imbécile, qui arrive quand même à faire bouger les choses. Je ne m'avance pas parce que je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Mais en tout cas... Pour le moment, lundi 25 août, on n'en sait rien. Voilà. Mais il fait des choses, très bien. Mais eux, ça les rend fous. Parce qu'en réalité, ils ne veulent surtout pas qu'ils réussissent. Alors ça les rend fous parce qu'eux ne sont pas dans le jeu. Et puis gesticule à dire après, une fois que c'est fait, nous on va intervenir militairement. Alors j'attends de savoir qui va envoyer Puis, à part la France et l'Angleterre, je ne vois pas. Lors de la conférence de presse conjointe Trump-Zelensky, donc à la Maison Blanche, le matin donc du lundi, cet aveu candide de Zelensky qui dit si en gros l'Europe nous a donné beaucoup d'argent pour qu'on achète des armes américaines. Oui. Je résume. Oui, mais c'est ce ça. qui montre aussi bien évidemment, pardonnez-moi l'expression familière, mais la couillonnade pour les Européens du système qui alimente la guerre en Ukraine, l'effort de guerre ukrainien. Et on est les dindons de la farce. Oui. On est les dindons En tout de la cas, farce. M. Macron veut envoyer des troupes. Une fois que la paix, il précise, une fois que la paix est signée, c'est comme si vous ne participez pas à la bagarre, au championnat du monde de football, mais vous venez pour la coupe et vous la brandissez, j'ai participé. Et vous voyez, rappelez-vous, la phrase de conclusion, ça pourrait être, vous savez ce que disait Marx sur l'histoire, l'histoire se répète, la première fois de manière tragique, la deuxième fois en farce. Là, Macron, il nous fait du gaullisme farcesque, c'est-à-dire que De Gaulle avait garanti pour la France une place à la table des vainqueurs, puis après au Conseil de sécurité de l'ONU, alors que la Seconde Guerre mondiale et l'occupation a été ce qu'elle a été. Là, Macron essaye de faire un peu la même chose avec la place de la France à l'issue du conflit russo-ukrainien. C'est raté quand même d'avance. On se retrouve pour un nouveau numéro. On se retrouve lundi prochain. Lundi 1er septembre. Bonne soirée à tous.